C'est une soirée automnale froide le 20 décembre 1968, à 21h45 à Vallejo, en Californie, quand le 16 ans David Faraday et sa 17 ans date Betty Lou Jensen sont brutalement abattus dans leur voiture, une Chevrolet 1966. David est allongé au volant, son corps criblé de balles, tandis que le corps inerte de Betty Lou est appuyé contre la porte passager. La voiture est stationnée sur une route rurale calme, un étroit chemin de terre qui mène à une zone reculée et obscure. Les amis des victimes, Darlene Ferrin et Michael Mageau, avaient garé leur voiture à proximité, mais ignoraient les horreurs qui se déroulaient à quelques pieds d'elle. La nuit qui allait devenir l'une des plus infâmes de l'histoire des crimes réels américains. En remontant dans le temps, les sons de rires lointains et de musique s'estompent dans un silence étrange. La route rurale éclairée faiblement s'étend devant nous comme une piste abandonnée, la seule lumière venant de la faible lueur d'une ferme lointaine. L'air est lourd de l'odeur de terre humide et de la fraîcheur d'un hiver imminent. Dans l'obscurité, une paire de phares solitaires pulse comme un cœur mourant, projetant une lumière surnaturelle sur les arbres environnants. C'est un scénario qui resterait gravé dans les esprits de ceux qui l'ont vu pendant des décennies à venir. David Faraday, un élève de lycée avec un avenir prometteur devant lui, gît immobile derrière le volant de sa voiture, une blessure par balle unique à la tête ayant mis fin à sa vie en un instant. Betty Lou Jensen, ses cheveux blonds brillants tachés du sang de sa jeune vie, se cramponne à la porte passager, ses yeux figés dans un cri permanent. La main du tueur devait être ferme, les tirs précis, laissant derrière lui une traînée de destruction et de désespoir qui hanterait la communauté pendant des années à venir. Aucun signe de lutte ou de résistance n'était évident, seulement les signes caractéristiques d'une attaque cruelle et calculée. Le sentiment de calme et de tranquillité qui avait rempli ce paysage rural a été brisé pour toujours. Lorsque le tueur a fui la scène, les témoins ont rapporté avoir entendu le son de pneus en cale et d'une voiture qui s'enfuyait dans l'obscurité. Un automobiliste en passant avait vu une berline avec une seule lampe allumée qui filait le long de la route, ses occupants cachés par les ombres. Le faible son du moteur d'une voiture pouvait être entendu à distance, devenant de plus en plus faible avec chaque instant qui passait. C'est un aperçu fugace de la fuite du tueur, un moment qui allait devenir un indice crucial dans les années à venir. Mais pour l'instant, le tueur reste enveloppé dans le mystère, laissant derrière lui seulement une traînée de terreur et de désespoir. Avant de poursuivre, appuyez sur la touche d'abonnement et la cloche. Nous publions de nouveaux cas chaque jour. Que vous soyez un amateur de crimes réels ou simplement un chercheur de vérité curieux, nous vous invitons à rejoindre nous dans ce voyage au cœur de la folie et de la folie. Je vais vous emmener en arrière dans l'histoire de cette affaire, à un moment où le tueur du Zodiac n'était qu'un murmure dans le vent. Un tueur en série qui allait aller jusqu'à revendiquer la vie de au moins 5 personnes, envoyant une vague de terreur à travers la Californie du Nord dans les années 1960 et 1970. Mais qui était ce mystérieux personnage, et qu'est-ce qui l'a poussé à commettre de tels crimes odieux? En plongeant dans l'affaire du tueur du Zodiac, nous allons explorer la complexe toile de fils de preuves, de suspects et de mobiles qui ont captivé les amateurs de crimes réels pendant des décennies. Des lettres cryptées et des codes aux crimes sanglants eux-mêmes, nous allons examiner chaque aspect de cette affaire infâme, cherchant à découvrir la vérité derrière la régence de terreur et de mort du tueur du Zodiac. La personne centrale dans ce cas est Arthur Lee Allen, un homme de 40 ans vivant à Vallejo, en Californie, au moment où le tueur en série Zodiac régnait sur la terreur. Allen vivait avec sa mère dans une maison modeste, et sa famille le décrit comme un homme calme et sans prétention. Il travaillait comme imprimeur à la Junior College locale, et ses collègues le décrivaient comme un ami et un homme utile. À la surface, Allen semblait être un homme de famille parfaitement normal, mais en creusant plus profondément dans son passé, nous découvrirons la vérité. Son calme et sa nature sans prétention le rendaient incroyablement relatable, et c'est facile de comprendre pourquoi les enquêteurs l'ont initialement considéré comme un suspect principal. En tant qu'imprimeur à la Junior College locale, la vie quotidienne d'Allen était relativement routinière. Il travaillait des heures régulières, souvent venant et partant à la même heure chaque jour. Ses collègues le décrivaient comme un homme utile et aimable, toujours prêt à prêter main forte quand il le fallait. La vie familiale d'Allen était également assez ordinaire, avec une mère qui gardait un œil attentif sur lui, mais il avait peu d'amitiés étroites en dehors du foyer. Malgré sa nature calme, Allen était connu pour être farouchement intelligent et avoir une passion pour la lecture et l'apprentissage, ce qui aurait pu contribuer à son façade ordinaire. L'une des raisons pour lesquelles Arthur Lee Allen était si sympathique et relatable était sa capacité à se présenter comme un homme normal, un homme de tous les jours.
Son comportement aimable et son naturel utile le rendaient un plaisir à être entouré, et c'est facile de comprendre pourquoi les enquêteurs ont initialement cru qu'il disait la vérité sur ses déplacements pendant le temps des meurtres. Mais en regardant de plus près, nous commençons à remarquer des incohérences dans son alibi et des signaux rouges subtils qui suggèrent une vérité plus sombre. Malgré son extérieur charmant, Allen avait un secret sombre qu'il gardait caché du monde. Cette dualité est ce qui rend Allen si fascinant, et c'est une qualité qui continuera à nous captiver à mesure que nous plongerons plus profondément dans l'affaire. En rassemblant les événements qui ont précédé l'incident, nous constatons que les relations d'Allen étaient marquées par une profonde colère et une rancœur envers le monde qui l'entourait. Sa famille le décrivait comme un homme irascible et volatile, susceptible d'explosions de colère quand les choses ne se passaient pas comme il le voulait. Malgré cela, il avait une communauté étroite de amis et d'amis qui semblaient l'adorer, et c'est facile de comprendre pourquoi il serait attiré par sa personnalité charismatique. Mais quoi a changé dans les mois précédant l'incident qui pourrait l'avoir mis sur le chemin de la violence et de la terreur? Nous explorerons cette question plus en profondeur à mesure que nous continuerons d'examiner l'affaire, et nous serons surpris par les liens que nous découvrirons. C'était une nuit froide d'hiver, le 20 décembre 1968, avec des cieux clairs et une température d'environ 9 degrés Celsius à Vallejo, en Californie. Les rues étaient vides, et le seul bruit était le lointain bourdonnement d'une sirène de police à l'horizon. David Faraday, un élève du lycée, et sa petite amie de 16 ans, Betty Lou Jensen, venaient de se garer dans la zone de stationnement du parc Blue Rock Springs, un endroit populaire pour les couples jeunes. Alors qu'ils se garaient, ils ignoraient le cauchemar qui allait se dérouler. La nuit se préparait à être une soirée typique pour le jeune couple. David Faraday avait été impatient de cette nuit depuis toute la semaine, et il avait prévu une surprise spéciale pour Betty Lou. Ils étaient ensemble depuis quelques mois, et il voulait faire une bonne impression. Il avait apporté un bouteille de vin, des collations et sa guitare, espérant faire une sérénade à sa petite amie sous les étoiles. Alors qu'ils arrivaient au parc, ils remarquèrent une voiture de police qui passait, mais ils n'en ont pas fait grand cas. Ils étaient trop absorbés l'un dans l'autre pour remarquer la figure suspecte qui se cachait dans l'ombre. Vers 20 heures, une figure émergea des bois, marchant vers la voiture garée. David Faraday, sentant une inquiétude, descendit de la voiture, et la figure s'approcha de lui. Le tueur, plus tard identifié comme le tueur du Zodiac, abattit Faraday dans le dos de la tête, le tuant instantanément. Il se tourna ensuite vers Betty Lou Jensen, l'abattant à plusieurs reprises avant de la transformer en écusson humain en la poignardant avec son couteau. Le tueur s'enfuit ensuite du lieu, laissant derrière lui un crime scène atroce. Le détail choquant qui se démarque dans ce crime est la brutalité avec laquelle Betty Lou Jensen a été poignardée, avec cette blessure par poignard, y compris une qui a traversé son cœur. L'utilisation du couteau par le tueur pour infliger de multiples blessures était un geste de signature, un geste qui serait répété dans les attaques futures. Ce niveau de brutalité et de précision a laissé les enquêteurs perplexes pendant des décennies. Alors que nous continuons à enquêter sur ce crime, nous ne pouvons pas nous empêcher de nous demander ce qui a poussé le tueur du Zodiac à une telle violence extrême. Les téléspectateurs, nous vous demandons, qu'est-ce qui vous a motivé à croire que le tueur du Zodiac a commis une telle atrocité? Lorsque la police a d'abord répondu au crime du tueur en série Zodiac, elles étaient initialement perplexes par les lettres critiques et les codes reçus par les journaux locaux. Il a fallu du temps pour qu'elles réalisent la gravité de la situation, mais une fois qu'elles l'ont fait, elles ont jeté tout ce qu'elles avaient dans le dossier. Le département de police de San Francisco, ainsi que le département de police de Vallejo, ont formé une task force pour enquêter sur les meurtres en série. Ils ont commencé à faire le tour des quartiers des victimes et à interviewer les témoins. Ils ont également envoyé une équipe pour collecter des preuves des lieux de crime. Une pièce clé d'évidence qui a everything changé était le célèbre 408 sifflet du tueur en série Zodiac, envoyé au San Francisco Chronicle en juillet 1969. Le sifflet était un code complexe qui semblait impossible à déchiffrer à première vue, mais un groupe de cryptographes amateurs a finalement réussi à le déchiffrer. Le message décodé a révélé le sens de l'humour déformé du tueur et a fourni une vue glaçante de son psychisme. Le sifflet était également la première pièce d'évidence qui suggérait que le tueur était très intelligent. C'était ce niveau d'intelligence qui ferait que les enquêteurs auraient du mal à le capturer. Au fil des ans, plusieurs individus sont apparus comme les principaux suspects, mais aucun d'eux n'a été lié de manière concluante au tueur en série Zodiac. L'un des suspects les plus populaires était Arthur Lee Allen, un violeur d'enfants condamné qui ressemblait à la description du tueur.
Un autre suspect était Richard Gekowski, un éditeur du San Francisco Chronicle qui était ami avec l'une des victimes. Malgré certains comportements suspects, ni l'un ni l'autre de ces hommes n'a jamais été inculpé en lien avec les crimes du tueur en série Zodiac. En fait, les deux hommes ont maintenu leur innocence jusqu'à leur mort. Alors que l'enquête traînait en longueur, les enquêteurs étaient convaincus que le tueur en série Zodiac n'était autre que Ross Sullivan, un homme local qui avait une histoire de crimes violents. Pendant des mois, la police a concentré ses efforts sur Sullivan, mais leur piste s'est avérée être un piège, entraînant des mois de recherche gaspillés. Les policiers ont même perquisitionné la maison de Sullivan, mais ils n'ont trouvé rien pour le lier au tueur en série Zodiac. Sullivan a finalement passé un test de polygraphie, ce qui a encore discrédité la piste. Au final, la police a été laissée à se demander si elle avait poursuivi un canard de la tête depuis le début. L'affaire du tueur en série Zodiac a été un mystère pendant des décennies, mais maintenant nous avons un nouveau tournant que personne n'a prévu, un nouveau détail qui a éclairé cette affaire infâme, un match ADN qui pointe vers un suspect surprenant, Arthur Lee Allen, un violeur d'enfants condamné, qui était déjà un suspect dans les années 1970, son alibi à l'époque du meurtre était flou au mieux, et maintenant nous avons des preuves pour étayer les allégations qui ont été faites contre lui. Il y a tant d'années. Le match ADN a été rendu possible grâce à l'utilisation de la technologie moderne, et il a été comparé à un échantillon ADN provenant d'une lettre écrite par le tueur en série Zodiac. La lettre a été envoyée à la police en 1970 et elle contenait un chiffre qui n'a jamais été déchiffré, mais on croit maintenant que le chiffre était un moyen pour le tueur de taquiner la police, de leur montrer qu'il était un pas devant. Le chiffre a finalement été déchiffré, et il a révélé un message qui pointait vers la localisation du tueur, mais il a été ignoré à l'époque, et maintenant on sait pourquoi, le tueur utilisait cela pour tromper la police. Le verdict dans cette affaire reste un dossier froid, il n'y a pas de conclusion officielle à l'égard de la mort des 3 personnes qui ont été tuées par le tueur en série Zodiac, mais en fonction de la nouvelle preuve, on croit que Arthur Lee Allen est le tueur. Il est décédé en 1992 avant qu'il puisse être amené à la justice, mais ses membres de famille ont coopéré avec la police pour aider à éclaircir les questions restantes. Cette nouvelle information est un changement de jeu pour l'affaire, et elle peut enfin apporter la clôture aux familles des victimes. Les personnes clés impliquées dans cette affaire ont poursuivi leur vie. Robert Graysmith, l'homme qui a d'abord attiré l'attention sur l'affaire du tueur en série Zodiac, a écrit plusieurs livres sur le tueur, et il continue à enquêter sur l'affaire à ce jour. Le département de police qui a géré l'affaire à l'époque a également poursuivi, mais il coopère toujours avec la nouvelle preuve qui a vu le jour. L'affaire du tueur en série Zodiac sera toujours rappelée comme l'une des plus infâmes de l'histoire américaine, et elle continuera à fasciner les amateurs de crimes réels pendant des années à venir.